Savez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous et bienvenue sur Coup Double, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode à deux voix un petit peu spécial, parce que mon invitée du jour n'est pas maman de jumeaux, elle est rédactrice web et elle rédige notamment des articles pour le site aidesociale.fr. Et elle va aujourd'hui m'aider à démêler un petit peu cette question des aides sociales dont on peut avoir droit en tant que parent de jumeaux. On va parler congé parental, aide à domicile, allocation, primes. Vous allez voir, on a essayé de balayer large. Et ensuite, au-delà de ce panorama d'aides disponibles, Charlotte nous a aussi donné des sources fiables sur lesquelles on peut s'informer sur les aides sociales pour les parents de jumeaux, mais aussi des outils concrets pour savoir réellement, en fonction de notre situation personnelle, ce à quoi on pourrait avoir droit. Alors maintenant, je vous laisse écouter Charlotte et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Charlotte! Salut! Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Il fait beau, je suis très contente. C'est parfait. Je suis ravie d'être avec toi moi aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui nous questionne beaucoup en tant que parents de jumeaux parce qu'on sait qu'on a le droit à des petites aides en plus, mais on sait pas exactement quoi. Du coup, l'idée, c'est de démêler cette question des aides pour les jumeaux avec toi. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer ton parcours et toi, comment est-ce que tu es venue à te spécialiser aussi sur cette question des aides sociales? Ok, et ben écoute, un de mes grands rêves d'ado, c'était de devenir journaliste. Mon papa, il travaillait au service rotatif d'un journal régional, donc c'est au service impression. Okay. Et j'ai grandi dans un univers où il fallait impérativement lire des journaux pour s'informer, croiser ses sources tout le temps, pour avoir la vision la plus objective possible des événements, pour éviter les fake news. Alors, on n'appelait pas ça comme ça avant, mais on voit l'idée. Et en grandissant, j'ai abandonné cette ambition-là, mais je me suis tournée vers un métier qui avait un peu le même sens, et c'est la rédaction web. Ok. Donc, je collabore avec le site aidesociale.fr depuis 2019, donc ça commence à faire maintenant. Et ça fait tout à fait sens, puisque j'informe, je traque les fake news, et je traduis le langage CAF, comme j'aime bien appeler ça, donc entre guillemets, et le langage des autres institutions publiques pour qu'elles soient compréhensibles au plus grand nombre. Et justement, moi, je t'ai connue via ce site, donc du coup, Aide Sociale, parce que j'ai cherché à faire moi-même un épisode solo sur les aides pour les jumeaux, etc. Et je me suis dit, ça va être le casse-tête. À coup sûr, je vais dire quelque chose qui va pas être correct et ça va être n'importe quoi. Donc, je vais contacter la personne qui a rédigé l'article sur les aides pour les jumeaux, qui était toi. Et du coup, on en est venu à faire cet épisode ensemble. Donc déjà, merci beaucoup. Pour commencer, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit panorama des aides disponibles. Si tu pouvais nous donner une vue d'ensemble des principales aides qu'on va pouvoir recevoir en tant que parent de jumeaux, qu'elles soient financières, matérielles ou même toutes les autres aides, est-ce que tu pourrais justement nous dresser un petit peu ce panorama? Oui, bien sûr. Alors, on va avoir à la fois des aides financières, comme la prime de naissance, le prêt CAF pour acheter l'équipement de bébé 1 et 2. Okay. Dans certains départements, il y a également la prépare, donc qui est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. C'est ce qui peut être versé par la CAF s'il y a un des parents qui souhaite prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants, plutôt que de reprendre le travail à temps plein. On va aussi avoir, et c'est super important avec l'arrivée des jumeaux, c'est une aide à domicile pour le quotidien. Donc pour faire les courses, pour aider sur le ménage, pour une garde ponctuelle, pour s'occuper du change, etc. Il faut aussi penser à l'accompagnement de la fédération Jumeaux et Plus, donc qui est une association qui est quand même reconnue d'utilité publique et qui apporte un soutien moral et une entraide matérielle aux parents de jumeaux triplés, quadruplés et pourquoi pas plus. En quoi justement, au-delà justement de l'association Jumeaux et Plus, nous on avait déjà fait un épisode avec la présidente de l'association Jumeaux et Plus de Haute-Savoie. Au-delà de l'association qui a du coup son fonctionnement bien spécifique, en quoi est-ce que ces aides pour les familles de jumeaux, elles sont différentes de celles qui sont prévues pour l'accueil d'un enfant qui naîtrait seul? Alors en fait, la grosse différence entre les aides pour les familles avec un seul enfant à naître et les aides pour les familles
avec des jumeaux, c'est avant tout une question de proportion. Par exemple, les aides financières, elles sont plus élevées. Les délais pour le congé maternité sont plus longs. La prépare, donc l'argent que vous pouvez recevoir pendant les congés parentaux, est plus élevé, etc. Et bien sûr, il y a des aides plus spécifiques par les différentes CAF. Alors, il faut bien savoir que même s'il existe des dispositifs nationaux qui sont disponibles sur tout le territoire français, dans chaque CAF, donc dans chaque département, il y a des dispositifs particuliers, avec des modalités spécifiques, c'est-à-dire des conditions d'éligibilité propres à chaque département, avec des montants propres à chaque département, etc. On va revenir dessus justement un peu plus en détail après sur toutes les spécificités un peu régionales. Déjà, si on aborde la question de avant la naissance des jumeaux, t'en as un peu parlé, tout ce qui est congé maternité, congé paternité allongé par rapport à une naissance seule. Est-ce qu'il y a justement des spécificités ou des avantages pour les parents de jumeaux? Quelles sont les modalités autour des congés maternité et paternité pour les parents de jumeaux? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, ils sont plus longs. Alors, on va prendre chaque parent un à un. Donc, du côté des mamans, elles vont avoir droit à un congé maternité de 34 semaines, avec 12 semaines avant l'accouchement et 22 semaines après l'accouchement. C'est possible de basculer, avec l'accord du médecin quand même, jusqu'à 3 semaines du congé prénatal, donc c'est-à-dire 3 semaines avant l'accouchement, de les basculer ces 3 semaines après l'accouchement. D'accord. Donc c'est aussi possible l'inverse, donc c'est-à-dire partir plutôt en congé maternité jusqu'à 4 semaines plus tôt. Et par contre, attention, ces 4 semaines-là, elles seront déduites du congé postnatal. En fait, le congé maternité, il n'est pas extensible. C'est vraiment maximum les 34 semaines. Du côté des papas, il y a le congé de naissance déjà. Alors c'est 3 jours pour tout le monde. Qu'on attende un enfant, des jumeaux, des triplés, des quadruplés, qu'importe. Et ça, ensuite, c'est dès la naissance du ou des enfants. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, il y a le congé paternité qui est de 32 jours pour les naissances multiples. Alors, ces 32 jours, ils peuvent être pris d'un coup, d'une traite, ou alors ils peuvent être fractionnés. Il y a juste une toute petite partie qui doit impérativement être posée tout de suite après le congé de naissance, et ça représente que 4 jours. 4 jours sur les 32 jours. Voilà. Donc, en gros, le papa, il va forcément avoir 7 jours avec la maman. Et ensuite, libre à lui soit de reprendre un petit peu le travail, soit de poser le reste de ses jours pour le début. Du coup, pour déclencher ces congés maternité-paternité, quelle démarche administrative, nous, est-ce qu'on doit faire en amont pour justement pouvoir bénéficier des congés paternité-maternité? Alors, pour les mamans, elles doivent avertir leur employeur. Donc, pour ça, c'est super simple. Il suffit d'adresser une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception. Ça, c'est pour avoir une trace. Et dans cette lettre, il faudra bien indiquer que c'est pour un congé maternité, logique. Donner les dates présumées de début et de fin de congé maternité, puisque ces dates, en fait, elles dépendent de la date présumée de l'accouchement. Et transmettre un certificat du médecin ou d'une sage-femme qui atteste de l'état de grossesse et de la date d'accouchement. Il n'y a pas de délai imposé. Justement. Voilà, il n'y a pas de délai imposé, mais le plus tôt, c'est toujours le mieux, pour que chacun puisse s'organiser tranquillement. Du côté de la CPAM, donc de l'assurance maladie, il n'y a rien de spécifique à faire, puisque normalement, on en reparlera un petit peu plus tard, je crois, mais normalement, la maman aura transmis une déclaration de grossesse dans les 14 premières semaines de la grossesse. Donc, la CPAM est déjà au courant. Pour les papas, attention, la demande, elle doit être obligatoirement faite 1 mois avant la date prévisionnelle de l'accouchement. Donc là, il y a une deadline. Et comme pour les mamans, il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception, toujours avec cette idée d'avoir une trace. Et si ce délai, il est bien respecté, l'employeur n'a pas le droit de refuser le congé paternité. C'est interdit. Voilà. C'est important. Et pour le papa, du coup, il n'y a aucune démarche vis-à-vis de la CPAM ou autre? Non. Ça marche. Alors ensuite, autre question pour avant la naissance. Ensuite, on parlera du après naissance. Déjà, pour se préparer aussi à l'arrivée des jumeaux, tu l'as dit, c'est aussi une charge financière plus importante pour les futurs parents. Est-ce qu'il existe des aides spécifiques pour financer tous les premiers gros achats, tout le matériel de puériculture? Est-ce qu'il y a une aide qui se débloque quand on apprend qu'on est enceinte de jumeaux?
Du coup, les futurs parents, ils vont pouvoir s'appuyer déjà sur la prime de naissance. Elle représente un coup de pouce en 2025 de 2132,63 €. Il y a quand même des conditions de ressources à respecter, c'est-à-dire des plafonds de revenus à ne pas dépasser, mais ils sont relativement élevés. Du coup, honnêtement, la très grande majorité des personnes peuvent en bénéficier. Attention, par contre, ce sont les revenus à N-2. Okay. Donc, c'est-à-dire que si vous attendez des jujubes là pour 2025, ça sera les revenus de 2023 qui seront pris en compte par la CAF. Et si de ce côté-là c'est tout bon, les futurs parents ils reçoivent la prime de naissance au cours du 7e mois de grossesse. Il y a quand même également un autre petit point à prendre en compte, c'est que certaines mutuelles, elles peuvent offrir des primes de naissance supplémentaires. Donc là, par contre, il faut vraiment se renseigner directement auprès de la complémentaire santé, à la fois de la maman et du papa, si c'est pas la même, c'est important. Et il en va aussi de même pour certains comités d'entreprise, les CE. Et là, pareil, comme tout dépend des CE, il faut juste se rapprocher du comité d'entreprise pour en savoir plus. L'autre possibilité, c'est aussi de se rapprocher directement de la CAF. Puisque, comme on l'a dit juste avant, chaque CAF a des dispositifs locaux. Et parmi ces dispositifs locaux, il y a des aides pour les naissances multiples dans certains départements. Alors, je donne quelques exemples, mais en fait, il y en a dans chaque département, donc je peux pas tous les faire. Dans les Yvelines, il y a des enveloppes de 400 € qui sont attribuées aux familles en situation de précarité. Dans le Jura et dans l'Ain, c'est 490 € de fer. Donc, c'est toujours ça. C'est beaucoup moins important que la prime de naissance, bien sûr. Ouais. Mais ça continue quand même à faire un petit peu rentrer de l'argent. Et là, la seule solution, c'est de prendre contact avec un conseiller CAF pour savoir si quelque chose a été mis sur pied dans votre propre département. Et enfin, je termine sur ça, c'est le prêt CAF. Alors, dans certains départements encore, la CAF propose un prêt spécifique pour l'achat de matériel de puériculture. Ça représente plusieurs centaines d'euros, entre 100 et 1000 €, ça peut monter, suivant les types d'achats. Donc les conditions d'attribution et les modalités dépendent, encore une fois, des différentes CAF. Il peut y avoir des plafonds de ressources ou des quotients familiales à ne pas dépasser. Mais généralement, il faut toujours attendre d'avoir l'accord de la CAF pour ce prêt avant d'acheter, parce que c'est sur facture. Vous ne pouvez pas être remboursé après coup. Faites attention. Ce prêt, il est versé à partir du 7e mois de grossesse, comme la prime de naissance. Et juste, attention, je redis, c'est un prêt, c'est un emprunt. Ouais. Donc, c'est à taux zéro, on est d'accord. C'est toujours mieux qu'un crédit à la consommation, mais ça reste un emprunt qu'il va falloir rembourser. Si on revient juste sur la prime de naissance, même question que pour congé paternité-maternité, est-ce qu'il y a quelque chose, une demande, une démarche à aller faire pour débloquer la prime de naissance, ou c'est automatiquement du fait de l'envoi justement de la déclaration de grossesse avant la 14e semaine que ça se déclenche automatiquement? Ça se déclenche automatiquement, oui. C'est grâce en fait à la déclaration de grossesse qui est envoyée maximum avant la 14e semaine de grossesse. Et ça, voilà. Ouais. Super. Maintenant, on va faire un peu le focus sur le après-naissance, parce que la plupart des choses se passent aussi sur le après-naissance. Déjà, on va parler des allocations. Les allocations familiales, elles commencent dès 2 enfants. La chance, quand on a des jumeaux, c'est que du coup, ça se débloque automatiquement. On a le droit aux allocs. C'est vrai. Comment est-ce que justement c'est calculé justement pour à partir de 2 enfants et ensuite pour plus d'enfants si jamais il y a d'autres enfants dans la fratrie ou d'autres enfants à venir, et est-ce que ce montant varie en fonction des revenus ou autre? Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce que tu peux nous parler justement des allocs? Donc oui, les allocations familiales, le montant va varier en fonction des revenus, mais tout le monde y a le droit, d'accord? Puisque, comme tu l'as bien dit, c'est à partir de 2 enfants, et donc du coup forcément, avec des jumeaux, on va y avoir droit. Il faut savoir d'ailleurs que à partir de 14 ans, ces allocations, elles sont légèrement majorées. Après, il y a autre chose qui est important à savoir, c'est qu'il existe l'allocation de base de la PAJE. Et là, pareil, il va y avoir des conditions de ressources. Donc, suivant les ressources, l'allocation de base sera plus ou moins élevée. Et si les ressources sont même trop élevées, contrairement aux allocations familiales, et là, l'allocation de base, elle n'est tout simplement pas versée. À nouveau, attention, les revenus pris en compte sont ceux à N-2. Donc, à taux plein,
l'allocation de base, elle représente 193,30 € en 2025. Ça marche. Et cette somme, elle est multipliée par le nombre d'enfants. Donc, pour des parents de jumeaux, juste ces jumeaux-là, ils vont recevoir 386,60 € par mois. Et du coup, s'il y a un troisième enfant qui va naître après ou qui était déjà là, on ajoute à cette somme encore 193,30 €. Okay. À taux partiel, donc c'est si vous gagnez trop pour avoir le taux plein, l'allocation de base, elle est réduite, mais elle est quand même là. Elle représente 96,65 € par enfant toujours, donc ça fait 193,30 € par mois. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc si les bébés ils naissent en mars, les droits commencent en avril. Et le paiement se fait toujours à terme échu. Donc ça sera début mai. Et ensuite l'allocation elle est versée tous les mois jusqu'à ce que les enfants ils atteignent l'âge de 3 ans. Alors maintenant si on parle des aides pour la garde des enfants, est-ce que tu peux nous parler du congé parental pour les parents de jumeaux? Qu'est-ce qui est inclus dans le congé parental? Comment est-ce qu'on peut déclencher un congé parental? Pendant combien de temps aussi? Et est-ce qu'il y a des différences par rapport au congé parental pour parents de jumeaux versus le congé parental standard? Standard. Alors, le congé parental, entre guillemets, normal, il dure 1 an et il est renouvelable 2 fois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Okay. Ça, c'est pour les parents qui attendent qu'un seul enfant à naître. Et pour les parents de jumeaux, c'est légèrement différent, puisque, alors, la période initiale, elle est toujours de 1 an, ça ne change pas, c'est plutôt la date de fin qui va évoluer, puisque le congé parental pour des jumeaux, ça s'étend jusqu'à la date d'entrée à l'école maternelle, et non pas forcément avec l'âge. Alors, pour avoir le droit au congé parental, il faut avoir au moins 1 an d'ancienneté dans son travail à la date de naissance des enfants. Je l'ai pas précisé quand même, mais les papas aussi, ils peuvent prendre un congé parental. C'est bien de le préciser. Et je le précise quand même. Pour le mettre en place, du coup, il faut en faire la demande à l'employeur. Pour le coup, ce n'est pas automatique, il faut en faire une demande. Et là, il y a un délai à respecter, c'est 1 mois avant la fin du congé maternité ou paternité, du coup. À nouveau, une simple lettre en recommandé avec accusé de réception, ça suffit. Et l'employeur, il n'a pas le droit de refuser si vous respectez le délai de 1 mois. Ok. Voilà. Si on n'est pas dans le délai d'1 mois, si on reprend le travail et qu'on décide qu'on a éventuellement envie de réduire son temps de travail, est-ce que c'est possible de le faire, de redéclencher ce congé parental après coup? Oui, tout à fait. Alors là, c'est le délai est un petit peu plus long du coup pour permettre en fait à l'employeur de s'organiser. Et il faut envoyer la lettre au moins 2 mois avant la date de départ. Donc le plus tôt, en fait, c'est toujours le mieux, bien sûr. Mais des fois, on se rate et c'est comme ça. Et est-ce que du coup, c'est les mêmes conditions si on décide de prendre un congé parental partiel ou total? Est-ce que les conditions sont les mêmes? Est-ce que les délais sont les mêmes? Donc oui, le délai de 1 mois, c'est également le même pour cette demande. Par contre, du coup, au niveau de la répartition des heures, donc ça, il va falloir négocier avec votre employeur. Vous pouvez être à minimum 16 heures par semaine, donc ça représente 60%. Donc vous pouvez demander à être sur du 60 ou du 80%. Mais il faut bien savoir que si l'employeur n'a pas le droit de refuser un congé parental, il peut refuser votre demande de répartition d'horaires. Ça marche. Ensuite, au-delà du congé parental là qu'on vient d'aborder, si on parle encore de la garde d'enfants pour les parents qui reprennent le travail, quelles sont les options en matière d'aide à la garde des enfants qui leur est possible? Par exemple, le complément de libre choix de mode de garde. Est-ce que tu peux nous parler de cette aide-là? Oui, tout à fait. Alors, le CMG, donc c'est le complément de libre choix de mode de garde, c'est comme la prime de naissance ou l'allocation de base, il est doublé puisqu'il y a 2 enfants. Donc du coup, vous allez avoir une enveloppe un petit peu plus grosse. Donc ça veut dire concrètement que si vous n'avez pas le choix de reprendre le travail, si vous voulez reprendre votre travail, la CAF, elle prendra à sa charge déjà le paiement de la totalité des cotisations patronales d'une assistante maternelle agréée, d'une garde à domicile ou d'une crèche. Ça représente beaucoup d'argent, il faut le savoir, donc tant mieux. Et l'organisme va également verser une petite enveloppe. Alors je dis petite, mais ça représente entre 530 € et 200 € par enfant et par mois. Okay. Alors généralement,
il n'est même pas nécessaire de faire l'avance. La très grande majorité des assistantes maternelles acceptent en fait d'être complétées directement par la CAF. Donc, il n'y a pas besoin de tout avancer. Il ne faut pas oublier aussi qu'être parent-employeur, donc avoir une assistante maternelle ou une garde à domicile, ça ouvre droit au crédit d'impôt. Donc, les parents, ils peuvent récupérer, entre guillemets, 50% de ce qu'ils ont payé de nounou. Alors, il y a une limite, il y a un plafond qui est de 3 500 €. Et enfin, juste dans certaines micro-crèches, les naissances multiples, donc l'arrivée de Juju dans la structure, ça peut ouvrir à certains avantages. Donc un tarif dégressif sur un des 2 enfants, une priorité d'attribution de place. Ça, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien dans la loi, ça dépend des endroits. Donc là, il ne faut pas hésiter à en discuter avec la responsable ou le responsable de la structure. Ensuite, si on parle des parents qui eux font le choix de rester à la maison pour garder les enfants jusqu'à l'entrée à l'école, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques ou des compléments financiers pour les parents qui font ce choix-là? Alors, en effet, c'est une question qui est tout à fait juste parce que le congé parental dont on a parlé, c'est juste en fait une autorisation à rester à la maison pour s'occuper de ses enfants en étant sûr de récupérer son boulot, son poste et sa rémunération. C'est juste ça. Il n'y a pas de côté rémunération, en fait. Donc, il y a un dispositif, bien entendu, qui s'appelle la prépare, dont on a déjà parlé un petit peu avant. Donc, c'est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Elle est versée pendant 24 mois maximum pour chaque parent. Ok. C'est important de savoir. Et alors, par contre, c'est là où le bas blesse, c'est que ça représente tout juste 448 € et des brouettes par mois en cas d'arrêt total d'activité. C'est un peu moins si vous faites juste un congé parental réduit, où vous avez un petit peu repris le travail. Donc, ça fait peu, on est d'accord. Et attention, parce que si les 2 parents sont en congé parental, parce qu'aux yeux de la loi, c'est tout à fait possible, il n'est pas possible d'être indemnisé 2 fois. Vous ne pouvez pas recevoir 2 prépares. D'accord ? C'est pas cumulable. 400 € pour les 2. La famille. Ok. Voilà. Voilà. Et attention également, parce que durant ce congé parental, si vous venez à l'idée de vouloir mettre un peu de beurre dans les épinards et de travailler, c'est interdit. D'accord ? Il y a juste un boulot que vous pouvez exercer, c'est celui d'assistante maternelle. Voilà, c'est tout. Du coup, il faut voir, ce sont des calculs à faire, si pendant ces quelques années, vous pouvez vous contenter, entre guillemets, de ces quelques centaines d'euros de ressources. Ok. Est-ce que c'est une aide qu'on peut aussi avoir si c'est pas dans le cadre du congé parental ? Est-ce que si c'est quelqu'un qui quitte son emploi ou qui n'a pas d'emploi, est-ce que c'est une aide qu'on peut aussi toucher ? Alors, la prépare, elle va être liée au congé. Par contre, là, dans ces cas-là, alors tout dépendra aussi de l'autre parent. S'il y a un autre parent, bien sûr. Je pense en fait au RSA, parce que quelqu'un qui démissionne, il n'aura pas le droit aux allocations chômage. Sauf sur de très rares cas en cas de démission légitime, mais c'est très très spécifique. Et même avec une démission, le RSA, on n'est pas sûr d'y avoir droit. Il y a, en fait, quand il y a une perte d'emploi qui est volontaire, comme c'est le cas avec une démission, il y a quasiment pas de dispositif. Très peu de dispositifs, ok. Le fait qu'il y ait des jumeaux ou même des enfants d'ailleurs, ça ne change rien. Ok. Alors tu l'as dit, tu as dit que c'était un des points aussi essentiels quand on attend des jumeaux et qu'on accueille des jumeaux, la question des aides à domicile. On entend justement souvent parler du fait qu'une aide ménagère est possible quand on est parent de jumeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est réellement et en quoi ça consiste et à quoi est-ce que les parents de jumeaux ont droit justement ? Alors, en effet, la CAF, elle peut prendre en charge un certain nombre d'heures, donc ils appellent ça d'assistance pour les parents de jumeaux. Et il y a plusieurs formes d'aide. Donc, par exemple, on peut faire venir un technicien de l'intervention sociale et familiale. Les TISF. Exact. Donc, ces personnes, elles offrent des conseils et un accompagnement pour le ménage, le repassage des courses, etc. Donc là, ça va être plutôt au niveau du foyer. Ça peut être une aide ménagère agréée par la CAF qui, elle, s'occupera vraiment spécifiquement des jumeaux. Donc, gérer le bain, par exemple, les repas, l'échange, pour que vous puissiez un peu souffler, mais décompresser un peu. Ou sinon, ça peut aussi être une auxiliaire de vie sociale. Donc là, qui peut aider à faire les courses, mais surtout, elle, sa spécialité, ça va être les démarches administratives. Donc, c'est encore différent. Et en fait, tout dépend des besoins des parents.
Donc c'est important d'en parler en fait avec le conseiller CAF pour savoir vers quelle structure c'est le plus intéressant de s'orienter. Et d'ailleurs, il est important de préciser que cette aide, elle peut aussi être demandée avant la naissance. On peut en profiter avant la naissance, avant la grossesse et une grossesse compliquée ou autre. Si jamais vous êtes alité, par exemple, typiquement. Alors, pour bénéficier de ce soutien-là, il va falloir se rapprocher encore de la CAF pour connaître toutes les modalités. Et je pensais aussi quand même à une autre intervention, c'est celle de la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, ce sont des centres, il y en a toujours un par secteur, donc vous êtes forcément sous la coupe entre guillemets d'une PMI. Et dans certains centres, il est possible d'avoir une aide, d'avoir un soutien, une puéricultrice qui vient à domicile et qui vient vous aider pour les soins, pour l'allaitement, pour l'alimentation, etc. Et enfin, il y a certaines mutuelles, certaines prévoyances également, qui peuvent proposer une prise en charge de un certain nombre d'heures d'aide ménagère. Et ça, il va vraiment falloir se rapprocher de votre complémentaire santé, de votre prévoyance pour savoir si c'est quelque chose qui est couvert dans vos contrats. Ça marche. Tu as un peu parlé des conditions pour avoir le droit à ces aides ménagères, etc., même à la PMI. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour avoir le droit à tout ça, de ressources, un nombre d'heures aussi bien défini auquel on a le droit, et éventuellement, est-ce qu'il y a, à partir de tel âge? Alors, comme il s'agit d'une aide locale, en fait, chaque CAF, elle a ses propres modalités et ses propres conditions. Mais alors, généralement, de manière vraiment générale, on va dire, il n'y a pas de plafond de ressources à respecter. Par contre, les ressources vont avoir une incidence sur le reste à charge. Donc déjà, il faut savoir que la CAF, elle offre un forfait en nombre d'heures. Donc ça peut aller de 80 heures jusqu'à 200 heures, à répartir comme vous le souhaitez. Mais il y a toujours un reste à charge. Donc les parents, ils vont devoir mettre la main à la poche un petit peu. Et ce reste à charge, il va varier selon les ressources. Donc plus vous allez gagner d'argent, entre guillemets, plus le reste à charge sera important. Et c'est pour ça que, suivant votre vos niveaux de revenus, c'est important de faire des comparatifs, des calculs pour voir si c'est pas plus intéressant financièrement pour vous d'embaucher, d'être en fait employeur particulier et d'embaucher vous-même en fait une aide ménagère pour avoir le droit notamment au crédit d'impôt. Ça peut être plus intéressant. Donc là, il faut vraiment faire attention. Il faut faire après, au niveau calculs pour savoir ce qui est le plus avantageux pour chacun. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, au niveau de l'âge, il y a pareil, ça dépend des CAF, mais généralement, ça reste quand même quand les enfants sont en bas âge. Ouais. Donc c'est avant l'entrée quand même en maternelle. Dommage, j'y ai plus le droit. Personne ne pourra s'occuper de vos jujus ados. Non, désolée. Ensuite, si on prend le cas des familles monoparentales ou des familles en situation de précarité, est-ce qu'il y a des aides supplémentaires qui peuvent être envisagées pour ces familles-là? Alors là, il n'y a pas d'aide spécifique pour les familles monoparentales ou en situation de précarité qui attendent des jumeaux ou qui ont des jumeaux. D'accord ? Par contre, le fait d'être enceinte ou le fait d'avoir des enfants à charge, quand on est en difficulté financière, ça ouvre droit à des majorations. Là, comme ça, je pense notamment au RSA. Donc, on a parlé, le revenu de solidarité active, qui est un minima social, donc vraiment réservé aux personnes en situation de grande précarité, donc c'est-à-dire qui ont peu ou très 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 peu de ressources. Et ensuite, après, il y a également pour les parents isolés, donc quand il y a que le papa ou que la maman, il y a l'allocation de soutien familial. Donc ça, c'est si le parent qui n'a pas la garde exclusive ne paye pas ou très peu de pension alimentaire, ou si, comme j'ai dit, il n'y a pas de papa ou pas de maman, du coup, si. Donc c'est plutôt généralement quand il n'y a pas de papa, malheureusement. Alors là, dans ces cas-là, l'allocation de soutien familial, il n'y a pas de plafond de ressources à respecter. C'est pour y avoir le droit, c'est tout le monde. Dès le moment où il n'y a pas de pension alimentaire ou que la pension alimentaire est très très faible, vous avez le droit à l'allocation de soutien familial. Il y a aussi, donc quelque chose de totalement différent, c'est l'AGE, l'aide à la garde d'enfants de France Travail. Donc France Travail, c'est ex-Pôle emploi. Et ça, c'est pour les parents isolés qui doivent faire garder leurs enfants pour aller travailler, donc qui veulent décrocher un emploi, qui sont sur le point de décrocher un emploi, qui ont besoin d'aller travailler et qui sont un peu coincés. Et ça peut atteindre
460 € pour un travail à plus de 15 heures par semaine. Mais alors attention, cela on peut se dire waouh, c'est génial. Mais c'est 460 € par an. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est un tout petit supplément, mais il faut pas oublier que si vous faites garder les jujus, il y a le CMG, dont on a parlé avant. Ouais. Donc c'est en plus. Quoi. En plus. Ok. Et enfin, il y a quand même au niveau des impôts un petit coup de pouce fiscal pour les mamans ou les papas solo. Il faut cocher la case T, parents isolés. Donc c'est sur la déclaration de revenus et ça permet de gagner en fait une demi-part supplémentaire. Donc en fait, ça fait abaisser les différents plafonds. Voilà. Pas faire un laïus là-dessus, mais voilà, ça vous permet de payer un peu moins d'impôts ou de gagner un peu plus ça marche. de remboursement. Ok, hyper intéressant. On a déjà un peu parlé des démarches administratives, on a parlé de la déclaration avant les 14 semaines, etc. Mais là, on va refaire vraiment le topo sur tout ce qu'il faut faire administrativement pour obtenir ces aides. Déjà, les premiers réflexes à avoir quand on apprend qu'on attend des jumeaux, c'est lesquels ? Comme tu l'as dit, il y a la déclaration de grossesse, en fait, tout part de là. Donc ça, c'est vraiment là, s'il doit y en avoir qu'une, en fait, c'est celle-là qu'il faut garder en tête. Okay. C'est cette démarche-là. Alors, c'est avant la 14e semaine de grossesse, je le redis encore une fois. Et rassurez-vous, par contre, parce que c'est généralement le médecin ou la sage-femme qui vous suit, qui va s'en occuper. Okay. Elle fait ça en ligne. Ou il fait ça, si c'est un médecin, elle fait ça, ou il fait ça en ligne. Mais par contre, c'est quand même important de bien lui en parler pour être sûr que ce soit bien bon de son côté, que vous n'ayez pas quelque chose à vous à envoyer. Parce que suivant les professionnels, il y en a quand même qui ne le font pas en ligne. Ok. Je préfère préciser. Il y a ce qui est bien, c'est aussi de penser à commencer à chercher un mode de garde. Si vous pensez déjà à reprendre le travail, parce que les places en crèche, elles sont très cher, dans le sens, il y en a pas beaucoup. Et dans certaines villes, il y a très très peu d'assistantes maternelles. Donc ça peut paraître hyper contre-intuitif, même ça peut vous sembler un peu trop. Vous êtes encore enceinte, les jugeaux ils sont bien au chaud, et vous dites non mais là je pense déjà à les emmener chez quelqu'un pour les garder. Au secours. Mais en fait, il faut vraiment essayer de s'y prendre le plus tôt en amont. Et bien évidemment, on pensera à prévenir son employeur, d'accord ? Alors, pour avoir droit aux autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la CPAM. Et bien sûr, pour organiser ensuite le départ en congé mat. Mais ça, il faut savoir que si vous avez une échographie à faire, vous avez le droit, la loi vous autorise à prendre des heures pour ce rendez-vous-là. Mais il faut que votre patron soit au courant, tout simplement. Est-ce qu'il y a des dispositifs similaires pour le coparent ? Par exemple, autorisé à accompagner sa compagne à des rendez-vous ou à certains examens ? De mémoire, uniquement pour ceux qui sont en PMA. Ok. Donc, pour le coup, là, on dit, voilà, ça sera pas intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ça marche. Et après la naissance, il va aussi falloir penser à prévenir à nouveau la CAF et la CPAM. Alors ça, c'est relativement simple par contre parce que tout se passe en ligne. Vous avez des espaces personnels pour votre CAF et le compte Amélie pour la CPAM. Et il suffit généralement de télécharger l'extrait d'acte de naissance des enfants. C'est possible aussi d'envoyer la copie du livret de famille. Et il faut bien penser à mettre à jour votre carte vitale pour avoir les petits dessus. Ça vous permettra d'être remboursé plus rapidement et plus simplement, généralement. Et enfin, un petit mail, généralement, ça suffit aux mutuelles pour avoir le droit éventuellement à une prime de naissance, mais surtout pour continuer à avoir les remboursements de vos petits qui tombent bien, que vous n'ayez pas d'autres démarches à faire pour vous faire rembourser après coup. Ok. Ensuite, au niveau des process, au-delà de l'administratif, pour tout ce qui est aide financière, mais aussi pour l'aide à domicile dont on a parlé, est-ce qu'il y a des étapes concrètes pour faire une demande, soit financière, soit d'aide à domicile ? Alors, pour toutes les aides locales, comme l'aide à domicile, il faut se rapprocher de la CAF. Donc, soit se déplacer si c'est possible, si c'est pas trop loin, soit les appeler au 3230, c'est le numéro générique de la CAF, soit envoyer un mail depuis votre espace allocataire. Vu que chaque CAF, elle a son propre, entre guillemets, mode d'emploi, il n'y a pas de procédure établie pour tous les Français.
Donc, dans tous les cas, il faut d'abord contacter la CAF, surtout si vous envisagez de faire intervenir quelqu'un pour vous aider. Il faut, avant d'embaucher qui que ce soit, il faut vraiment prendre contact avec la CAF parce que ces aides, elles ne sont pas rétroactives. Vous pouvez pas y avoir droit après coup, en fait. Ok. D'accord. Et pareil d'ailleurs, si vous voulez faire un prêt CAF, je l'avais déjà dit, mais je le répète quand même parce que c'est important. Il faut rien acheter avant d'avoir fait les démarches, parce qu'en fait, l'emprunt, il va dépendre d'un devis. Si vous présentez une facture, c'est mort. Ça marche. Est-ce qu'il y a des aides qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées entre elles à partir du moment où on débloque telle aide, où on fait la demande de telle aide, telle autre va se débloquer, ou est-ce qu'il faut obligatoirement déposer des dossiers spécifiques pour chaque dispositif d'aide? Alors en fait là ça dépend. Dès le moment où la déclaration de grossesse elle a bien été envoyée en temps et en heure, déjà la prime de naissance, l'allocation de base et les allocations familiales, c'est versé automatiquement. Si les conditions sont respectées bien sûr, les conditions d'éligibilité. Mais par contre pour le reste, pour tout ce qu'on a pu dire avant, c'est vraiment des demandes spécifiques et c'est pas automatique. Et si on parle maintenant un peu du délai, du temps qu'il nous faut pour débloquer ces aides, combien de temps généralement est-ce qu'il faut attendre pour qu'une aide soit mise en place après qu'on ait fait la demande? Alors, il y a, je pense en fait surtout à 2 dispositifs où les délais de traitement de la CAF sont relativement longs. Okay. C'est le CMG, donc le complément mode de garde, pour payer donc, comme on l'a dit, une partie de la nounou ou de la crèche, et la prépare pour les parents qui veulent rester chez eux pour garder les jumeaux. Et ça peut durer plusieurs mois, entre 2 et 3. Voilà. Donc, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible pour éviter d'avoir à avancer trop de frais ou à se retrouver carrément sans ressources pour le parent qui se retrouve en congé parental sans prépare. Ouais, c'est sûr. Après, rassurez-vous, dès le moment où votre dossier sera traité, vous aurez l'argent qui vous est dû dès le début. Mais ça peut être difficile d'avancer. Si vous avez, je dis n'importe quoi, 600 € de nounou, il y aura peut-être 300 € de cotisation patronale en plus à payer de votre poche. Ouais. Ça peut faire mal. Et à partir du moment, s'il y a eu un délai justement de 3 mois, à partir du moment où la CAF a traité le dossier, est-ce que on est remboursé automatiquement des 3 mois précédents? D'un coup, boum, vous allez avoir beaucoup d'argent. Ça marche. Voilà, c'est ça. Et après, ça sera tous les mois, vous aurez votre dû en fait. Concernant les aides locales de la CAF, alors là, moi, je sais que c'est pas facile, mais je conseille plutôt de se déplacer pour avoir des réponses rapidement. Et pour connaître la marche à suivre pour débloquer une aide à domicile, par exemple. Parce que les traitements des mails sur l'espace CAF, ça peut prendre plusieurs jours si vous avez de la chance, mais ça peut prendre aussi plusieurs semaines. Okay. Donc, quand on est débordé, qu'on ne sait plus où donner de la tête, ça peut paraître long. Non, c'est sûr. Ouais. Maintenant, au-delà des aides de la CAF qu'on a quand même bien dégrossi là ensemble, est-ce que toi, tu as des exemples aussi d'aides qui sont pas forcément connues, que quand on cherche aide à la naissance ou autre, on trouve pas, qui pourraient pourtant être utiles aux familles de jumeaux? Alors, il y a déjà certaines villes, certains départements et certaines régions qui proposent des aides financières ou des avantages pour les futurs parents de jumeaux. Comme par exemple, alors, une priorité pour des places à la crèche, des réductions pour la cantine, pour un peu plus tard, c'est quand même important. Mais là, le plus simple, c'est de se déplacer ou de prendre rendez-vous à la mairie de votre domicile, au service social généralement. Vous pourrez en discuter et voir si ce qui est mis en place en fait au niveau local. Ok. Après, il faut savoir qu'en France, il y a une multitude d'aides. Et jusqu'à présent, tu as raison, on s'est vraiment focalisé sur celles qui sont vraiment spécifiques à la naissance d'enfants, avec ou sans S d'ailleurs. Mais il y en a d'autres comme l'aide au logement, comme l'APL, peut aider du coup à payer les factures. Alors là, honnêtement, moi, je peux pas faire un tour d'horizon de tout ce qui est possible d'avoir, de tout ce qui existe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est encore d'utiliser un simulateur. Il y a un simulateur gratuit sur le site de la CAF. Mais sur aidesociale.fr, nous mettons aussi à disposition gratuitement et de manière anonyme. Donc, il n'y a pas besoin de laisser son adresse mail pour avoir les résultats. Okay. Un simulateur qui teste votre éligibilité à plus de 1000 aides. Voilà. Super. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc, en fait, tant tes informations personnelles, entre guillemets, les informations sur ton foyer, ta famille, tes ressources, etc. Et le simulateur va te ressortir les noms des aides auxquelles tu peux prétendre. C'est ça, et leur montant approximatif. Okay. C'est toujours donné de manière approximative. Ouais, ça marche. Super.
Tu l'as un peu évoqué quand on a parlé des aides à domicile, etc. Les PMI, donc protection maternelle et infantile. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus le rôle que peuvent jouer les PMI au-delà de l'aide à domicile? Alors, la PMI, en fait, elles sont gérées par le département et elles fonctionnent, du coup, comme j'ai dit, par secteur. Donc, il y en a toujours une près de chez soi. Donc, ça, généralement, c'est quand même chouette. C'est quelque chose de gratuit. C'est ouvert à tous les parents d'enfants de moins de 6 ans. Là-bas, on peut y faire suivre sa grossesse, bénéficier de consultations après l'accouchement. On peut y faire aussi le suivi médical de son bébé, enfin de ses bébés du coup, pardon. Et on peut aussi participer, il y a des ateliers en groupe pour pouvoir discuter avec les différents professionnels de santé et les autres parents. Elle a plutôt de temps en temps un peu mauvaise presse sur les réseaux sociaux. Donc il faut essayer d'arriver à faire, à pas trop se laisser influencer, peut-être aller voir par soi-même. C'est aussi au cas par cas en fonction des personnes qu'on est amené à croiser à la PMI. C'est ça. On peut avoir un très mauvais feeling avec un et pas avec l'autre. Moi personnellement, ça a été mon cas. Je vous fais une toute petite illustration. C'est que une dame de la PMI est venue chez moi juste après la naissance et je me suis sentie vraiment extrêmement jugée. J'avais l'impression de subir un interrogatoire. Les chats, ils dorment où, voilà. Okay. Les bébés dorment où, voilà. Ça avait été très très malaisant. Et puis en fait, après, j'avais été en urgence pour une consultation à la PMI et ça s'était super bien passé. Donc voilà, faut se faire son idée. Ouais, ça dépend des personnes. De toute façon, c'est contact humain. Comme si tu vas voir le médecin, tu peux tomber sur un médecin que tu n'apprécies pas du tout. C'est ça. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi les associations. J'ai parlé de la Fédération Jumeaux et Plus, parce que c'est la plus connue en fait. Mais il en existe d'autres plus petites. Et là encore, ce qui est génial, c'est que on peut retrouver d'autres parents qui ont les mêmes défis en fait que vous, puisque les parents qui n'ont qu'un enfant à naître, c'est pas la même chose. Non, ils n'ont pas les mêmes défis du tout, ils n'ont pas les mêmes angoisses, pas les mêmes questions que ceux qui vont avoir ou qui ont accueilli des jumeaux. Donc, il faut pas hésiter à se tourner aussi vers les associations. Très bon conseil. Est-ce que toi, tu as des outils pour aider les parents à s'y retrouver au milieu de toutes ces démarches, des sites fiables, des plateformes ou autres sur lesquelles on peut se renseigner sur toutes les démarches administratives et sur les aides auxquelles on peut prétendre? Alors, en ligne, déjà, une clé très importante, c'est comme quand on est malade, on ne fait pas de recherche sur Google, à moins de vouloir finir avec un cancer, d'accord ? Pour éviter de se faire peur, on oublie tout de suite les réseaux sociaux, d'accord ? Il y a vraiment de tout. Alors, il y a du vrai, d'accord ? Il y a des gens qui disent la vérité, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a du vrai, mais il y a aussi du moins vrai. Il y a carrément du faux pour faire des vues et pour faire peur et pour faire des clics. Donc, le mieux, c'est toujours de se tourner vers les sites officiels, la CAF, la CPAM, donc la CPAM, c'est la sécurité sociale, l'assurance maladie, les pouvoirs publics, donc il y a le site qu'on connaît, service-public.fr, info.gouv.fr, voilà, ce sont les sites fiables. Et si vous avez besoin d'un traducteur, parce que je sais très bien pertinemment que des fois, c'est pas très très clair, franchement, allez sur aidesociale.fr. On est là pour vulgariser toutes les informations et on tire nos propres informations des sites que je viens de vous citer. C'est ça. C'est ultra fiable. Donc, c'est des articles notamment rédigés par Charlotte et ses collègues qui, vous l'avez vu, arrivent à bien vulgariser toutes ces questions d'aide sociale. On comprend très bien grâce à elle. Et par contre, si vous avez besoin que quelqu'un réponde à vos questions, là, moi, je pense au réseau France Service. La promesse de ce réseau-là, c'est d'offrir un accompagnement de proximité pour les démarches administratives à moins de 20 minutes de chaque Français. Okay. Donc, l'idéal, c'est d'aller chercher la maison France Service la plus proche de chez vous. Et, hyper sympa, c'est sans rendez-vous. Donc, vraiment, vous pouvez vous pointer là-bas. Il y a des conseillers qui sont là pour répondre à toutes vos questions et vous aider, si vous avez besoin d'aide, dans les démarches administratives. Alors, pour trouver l'adresse, les coordonnées de la maison France Service la plus proche, il y a un annuaire sur le site officiel. Donc, c'est vous tapez www.france-service.gouv.fr et vous aurez l'annuaire. Vous tombez dessus, vous avez l'annuaire, vous rentrez votre adresse et comme ça, vous avez les coordonnées de la maison la plus proche. Génial.
Pour terminer, justement, si toi, tu avais ton conseil principal pour les futurs parents de jumeaux qui peuvent se sentir un peu dépassés par toutes ces démarches administratives que nous, on comprend pas forcément bien. Toi, tu le comprends très bien parce que c'est ton quotidien. Nous, ça fait peur et on sait pas où donner de la tête. Quel est ton conseil principal pour finir en ce qui concerne les aides? Alors, si vous vous sentez vraiment complètement démunis par tout ça, que vous avez limite une phobie administrative, ce que moi je vous recommande très très chaudement, c'est de vous rapprocher d'une assistante sociale. Vous pouvez alors en rencontrer au service social de votre mairie ou au CCAS, pareil, de votre ville. Et en fait, elle va vraiment vous prendre par la main, elle va vérifier votre éligibilité à toutes les aides disponibles, vous dire vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça, et elle va vous aider à faire les démarches. Voilà, donc c'est vraiment un suivi personnalisé et c'est toujours le même interlocuteur. Donc c'est vrai que ça peut être une vraie solution. Les délais d'attente sont relativement longs, donc si vous savez que ça va être compliqué pour vous, alors même que vous êtes encore enceinte ou que vous attendez des jumeaux, peut-être déjà commencer à vous rapprocher de la mairie ou du CCAS. En fait, vraiment, c'est une formidable aventure qui vous attend, donc faut pas laisser la paperasse vous gâcher le plaisir, quoi. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.